On est Salut. ici dans vos bureaux à Quarter. Qu'est-ce que vous nous expliquez rapidement ce que c'est Quarter? En fait, Quartz, l'idée est toute simple, hein. On essaye de faire en sorte que les gens puissent participer à ce qu'ils regardent à la télévision, en fait, et pas simplement être téléspectateurs, mais être vraiment acteurs de ce qu'ils regardent à la télé. Et donc, on a une solution technologique qui permet de synchroniser des questions avec ce que tu es en train de regarder et qui te permet de répondre à ces questions-là avec ton téléphone pendant que tu es en train de regarder quelque chose à la télé. Alors ça marche très très bien, notamment avec le sport par exemple. Tu es en train de regarder un match. Quand on regarde un match, on est toujours en train de se poser plein de questions sur ce match-là. Avec ses potes, on est toujours en train de dire mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tu crois qu'ils vont marquer dans les prochaines minutes ou un truc comme ça. Mais tu peux aussi faire ça avec je sais pas, les Oscars ou The Voice ou n'importe quoi. C'est de rendre le contenu télé plus interactif. D'accord. Alors, Quarter, ça a 2 ans. Moi, je suis là depuis 4 ans aux États-Unis. Donc, je suis venu par l'intermédiaire de ma précédente startup qui s'appelait Blue Kiwi Software, et qui était un réseau social d'entreprise. On a décidé d'étendre le business de Blue Kiwi sur le marché américain en 2010. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici aux États-Unis. Et puis finalement, on a vendu Blue Kiwi en France, à Atos, début 2012, fin 2011. Et c'est là que je me suis posé la question de savoir est-ce que je rentre ou est-ce que je reste. Et j'ai décidé de rester. Et pourquoi faire? Pour faire la même chose que j'ai toujours fait, parce que j'ai fait que ça, créer une start-up. Alors l'idée, enfin, c'est un truc que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'avant de chercher l'idée, il faut chercher le problème à résoudre, quoi. La première chose qui m'est arrivée donc, quand j'avais vendu Blue Kiwi, j'étais ici aux États-Unis, puis j'avais pas grand-chose à faire, quoi. Donc grosso modo, je regardais la télé, quoi. Et l'expérience de la télé aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est taré, quoi. Je veux dire, on demanderait à quelqu'un aujourd'hui d'inventer la télévision, jamais il inventerait un truc pareil, quoi. Ça a absolument aucun sens. C'est une activité qui est complètement passive, qui n'est pas sociale, qui est interruptive. Donc c'est complètement aux antipodes de ce qu'on est en train de faire de l'ère. C'est antinomique avec l'ère digitale. Et donc c'est ça le problème, je me suis dit. Donc, et puis j'avais vu une étude qui montrait que plus de 70% des gens qui regardent la télé utilisent leur téléphone pendant qu'ils regardent la télé pour faire d'ailleurs autre chose avec quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils regardent. Et là je me suis dit c'est quand même un vrai problème pour le téléspectateur, ça veut dire qu'ils s'emmerdent, quoi, grosso modo. Et c'est aussi un problème pour les chaînes parce que leur modèle économique est basé sur le fait que tu regardes. Donc si les gens sont sur leur téléphone, par définition ils ne regardent plus. On ne peut pas avoir un œil qui regarde sur le téléphone et un œil qui regarde sur la télé en même temps. Et puis c'est un problème aussi pour les annonceurs parce que les annonceurs dépensent beaucoup d'argent et de millions à faire de la pub à la télévision. Et si, comme les Américains disent, les eyeballs, les yeux sont plus sur la télé, c'est de l'argent que tu enlèves. Donc au départ, c'était la reconnaissance de ce problème-là. C'est-à-dire les téléspectateurs regardent de moins en moins la télé parce que je pense que l'expérience n'est pas la bonne. Et ça va être un problème pour les chaînes et c'est un problème pour les annonceurs. Et après, l'idée de Quarter, c'est de se dire, mais elle est venue après, elle est venue dans un deuxième temps où on s'est dit, mais puisqu'ils ont ce téléphone entre les mains, pourquoi est-ce qu'on leur fait pas utiliser le téléphone pour faire quelque chose qui est en rapport avec ce qu'il y a? Et on peut combiner à la fois le meilleur de la télé, qui est le contenu, et le meilleur du téléphone, qui est l'interactivité. Et on a commencé à itérer là-dessus. On a d'abord financé, bootstrappé la boîte par nous-mêmes. On a investi avec quelques business angels et puis notre argent, à peu près $1 million. Une fois qu'on a trouvé qu'on avait un peu de techno et qu'on s'est dit on a peut-être trouvé une solution qui résout ce problème-là, à ce moment-là on a fait une levée de fonds de $4 millions ici aux États-Unis en fin d'année dernière, fin 2012. Et puis maintenant on travaille à ça, quoi. On est une douzaine de personnes maintenant ici à bosser sur ce sujet-là. On travaille pour des... en fait, on a notre propre app, mais qui est plus une sorte de labo
nous, on offre nos solutions aux chaînes, hein. C'est-à-dire qu'on permet aux chaînes, elles ont toutes une application second screen maintenant. Et donc, on leur offre la capacité d'intégrer dans leur application ce qu'on appelle en anglais de la live audience participation, c'est-à-dire une façon pour les téléspectateurs d'interagir avec le show. C'est un peu notre ancêtre, c'est le SMS, quoi. Tu vois, c'est quand on te disait envoie 1, 2 ou 3, tout ça. Donc on offre des solutions qui permettent aux chaînes ou aux annonceurs d'intégrer notre solution à leur solution. Donc en gros, on a l'audience de nos clients. Donc nos clients, c'est qui? C'est Turner, Time Warner, Sony, Bud Light, Dave & Buster's, bientôt des chaînes françaises. Voilà. Donc on sera, j'espère, on sera dans des applications comme la Football App de Canal+, par exemple, MyTF1, pour des émissions comme ça, pour rendre l'expérience encore plus interactive. Je pense que la clé, c'est d'oublier tout ce qu'on a appris, quoi. C'est super dur, hein. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais créé déjà 2 startups. C'était plutôt successful en France, hein. Et puis on arrive ici aux États-Unis, et notamment à la Silicon Valley, dans ce domaine-là du digital. C'est un peu comme Euro Disney, quoi. On est à Disneyland, il y a des manèges, ça clignote de partout, c'est très excitant, etc. Et les 6 premiers mois sont 6 mois d'euphorie totale, où on a vraiment l'impression d'être à Disneyland. Et le problème, c'est qu'après 6 mois, on se rend compte que tu sais, c'est un peu comme Space Mountain quand t'es trop petit, quoi. Tu vois, on te dit ouais, non mais tu peux pas monter, quoi, sur les manèges. Tu peux regarder, t'es spectateur de ce qui se passe, mais tu peux pas monter parce que t'es trop petit, voilà. Et donc moi j'ai passé 6 mois de pratiquement de déprime, quoi, tu vois ce que je veux dire, à me dire putain, ça fait chier, quoi, en fait, parce que je peux pas participer à ce truc-là. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a des règles du jeu ici, il y a des façons d'envisager ton entreprise. Souvent, les Français viennent ici en disant ouais, je suis super successful en France, mais on se fout complètement ici, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que la France, c'est un tout petit pays, quoi. Et que ce qu'on a fait en France, bah, ça compte pas, quoi. C'est difficile, hein, parce que forcément, on est fiers de ce qu'on a pu faire en France. Moi, j'arrivais, je disais oui, mais on est le leader en France des réseaux sociaux d'entreprise. C'est comme si tu disais, dans le domaine de la mode, tu viens du Burkina Faso, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui viennent du Burkina Faso, c'est pas le sujet, mais et tu arrives à Paris, tu dis, oui, mais je suis le leader de la mode au Burkina Faso. Et les mecs de la mode à Paris vont te regarder, ils vont te dire, ouais, so what, quoi. Donc je pense qu'il faut se débarrasser de notre histoire française. Et moi, ça a commencé à marcher quand j'ai appuyé sur le bouton reboot et que j'ai changé mon programme, ma manière de passer, ma manière d'envisager l'entreprise, ma manière de manager les gens, ma manière aussi de pitcher la boîte et tout ça. Et c'est compliqué. La première chose à faire, c'est de faire un deuil de ce qu'on sait, de ce qu'on a fait, etc., pour se reconstruire sur un modèle type Silicon Valley. Et qui est un modèle qui, voilà, c'est quoi le modèle? C'est grosso modo, c'est un courage à toute épreuve, une volonté farouche de faire des choses qui ont vraiment du sens et qui ont une énorme ambition. On n'est pas là pour fabriquer des features, on est là pour changer le monde. Et de présenter ces choses-là, de savoir présenter ces choses-là de façon très efficace. Et de faire preuve d'un optimisme et d'une capacité d'émerveillement permanente. Chose que les Français sont souvent très pragmatiques, très rationnels, presque cartésiens. Et ici, en fait, ici, c'est que du storytelling, quoi. C'est l'histoire que tu racontes et comment tu la racontes. Et il faut que tu donnes envie. Moi, je dis souvent, parce qu'on a notre
product, mais on réfléchit à plein d'autres trucs avec nos ingénieurs et nos équipes. Et je leur dis souvent ça, je leur dis, ok, on a une nouvelle idée, mais pourquoi est-ce que des gens vont lâcher leur boulot pour venir travailler sur cette idée-là? Pourquoi est-ce que des investisseurs vont mettre de l'argent là-dedans? Pourquoi est-ce que nos familles vont accepter qu'on rentre tard le soir et qu'on ne les voit plus? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. C'est le seul truc qui compte. Et si tu arrives à et tu vois, en France, on ne te demande pas ça. On te demande c'est quoi ta techno, est-ce que tu as des brevets dessus, est-ce qu'il y a un modèle économique, on s'en fout de ça. En fait, c'est pas ça le sujet. Si tu es capable de dire non, mais je suis en train de faire quelque chose qui c'est tellement excitant, c'est tellement disruptif, c'est tellement évident que des mecs de chez Google ou de chez Facebook vont quitter leur boulot pour venir bosser dans ma start-up. Des investisseurs vont foutre des millions dans ma start-up alors que pour l'instant on n'a pas encore grand-chose. Et ma femme va refuser de partir aux Bahamas cet été à Pâques parce qu'elle comprend que ce que je suis en train de faire c'est essentiel. Et mes amis kiffent mon boulot, bah voilà, t'as gagné quoi. Et je pense qu'il faut avoir un petit oiseau sur l'épaule qui systématiquement se pose cette question dans ton oreille qui est so what quoi. So what? C'est qu'est-ce qui finalement ça sert à quoi tout ça quoi. C'est pas facile hein. C'est parce que des idées tout le monde peut en avoir en fait. Ça c'est on est tous équipés d'un cerveau. C'est plutôt facile d'avoir des idées. D'ailleurs nous on a des idées tous les jours. Maintenant après des choses qui vont véritablement changer la face du monde. Il n'y en a pas 12 000 quoi. Donc c'est ça qu'il faut essayer de trouver quoi. Les entrepreneurs dans la Silicon Valley, c'est un peu des pirates quoi. Ils répondent pas à ces règles-là quoi. Regardez les entrepreneurs qui réussissent, ils ont des parcours qui sont complètement personne n'aurait misé sur eux quoi. Mark Zuckerberg, on le voit aujourd'hui. Ça c'est intéressant aussi. Je pense que les Français, quand ils viennent ici, et ils ont par exemple comme modèle Mark Zuckerberg, et ils voient Mark Zuckerberg à 29 ans, avec tout le succès qu'il a eu et tout ce qu'il a pu apprendre depuis 10 ans. Mais le Mark Zuckerberg d'aujourd'hui, c'était pas le Mark Zuckerberg qui a créé Facebook il y a 10 ans. Et le Mark Zuckerberg à 19 ans, c'était un gamin qui se posait plein de questions, qui était pas certain du succès de Facebook et mais qui en même temps avait une sorte de folie qui lui a permis de réussir. Donc qu'est-ce qu'il faut garder du principe français? Je pense que il y a des trucs super bien en France. Je pense que les Français sont très créatifs. Je pense qu'il faut beaucoup d'imagination pour être un entrepreneur. Je pense que la France, par sa diversité culturelle et par son système éducatif, on a une culture qui nous ouvre au monde et qui nous permet de regarder le monde de façon intelligente. Ça, il faut. On est beaucoup plus intelligent que les Américains. Il faut le dire quand même. Mais non, mais c'est vrai, on a une culture, ça ne veut pas dire qu'on est plus successful. Hein. Ouais. Encore une fois, hein, je pense que c'est pas le cas. Mais on a ça, on a cette intelligence, cette culture, et peut-être qu'on l'utilise pas assez. Après, je pense qu'on est des vrais bosseurs, on est des gros bosseurs. En France, on nous a appris à travailler. Et quand tu crées une boîte, tu as besoin de beaucoup travailler. En fait. Donc c'est plutôt naturel chez nous, ça l'est peut-être moins chez les Américains. Donc voilà, et je pense qu'il faut garder ça. Ça, on n'a pas cette culture. C'est en train de changer. Je pense que, et ça a été tout le sens de mon hug avec François Hollande. Il faut expliquer à la société française que l'entrepreneur, c'est bien, que c'est une image positive et qu'il faut encourager, reconnaître
sont souvent des jeunes qui, à des âges très très critiques, hein, à 25 ans, entre 25 et 30 ans, qui font des choix de vie qui sont très impactants. Et moi, je pense qu'on doit aimer nos entrepreneurs et les encourager et les reconnaître comme des sportifs de haut niveau. D'autres entrepreneurs Romain Serment, qui est le consul de France ici à San Francisco, parle d'une French Mafia. Il y a une French Mafia, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'entrepreneurs français, il y en a de plus en plus. Il y a 20 ans, les Français qui venaient dans la Silicon Valley venaient faire du pinard, des restaurants ou des baguettes de pain. Il y a 10 ans, on a vu arriver des ingénieurs bosser dans des startups américaines. Et depuis 5 ans, on voit des Français arriver pour créer leur boîte. Donc il y a maintenant une génération de Français dans la vallée qui ne sont pas venus pour travailler pour d'autres ou pour faire du vin ou des pains au chocolat, mais qui sont vraiment venus pour faire des entreprises dans le monde digital. Et ces gens-là s'organisent. Tu vois, il y a un noyau, il existe. Je pense il faut se mêler à ce groupe-là. Tu sais, les Américains sont très communautaires, ils s'organisent en communauté, ils savent très bien faire ça. Hein. Tu as la communauté des Indiens dans la vallée, la communauté des Chinois dans la vallée, etc. Stanford, les ex-PayPal, tu vois, enfin, tu as tous ces mafias-là, au sens, entre guillemets, au sens second degré, hein, on tue personne. Mais je pense qu'il faut arriver à créer cette French Mafia et que ces gens-là cèdent, je dirais, aux Français qui veulent venir s'installer ici, comme tu dis, ils ont besoin de faire un reboot, de passer un peu de temps avec des gens qui ont fait le reboot. Ouais. Et puis de comprendre ça. Mais il faut être sur place, quoi. Hein. On ne peut pas apprendre à nager sur le bord de la piscine. Donc il va falloir sauter dans l'eau. Et j'ai une grande nouvelle, l'eau est froide. Mais voilà, de toute façon, il va falloir sauter dans l'eau et tu ne sais pas nager et tu auras peur et l'eau est froide. Voilà. Mais si tu veux apprendre à nager, il n'y a pas d'autre solution. En fait, tu peux gesticuler sur le bord de la piscine, mais tu es toujours sur du carrelage. Tu vois ce que je veux dire? Tu as l'air d'une grenouille perdue, en fait, mais tu n'es pas en train de nager. Quoi. Donc, il faut jeter à l'eau. Quoi. Mais dans l'eau, il y a des gens qui nagent, quoi, en fait, et ouais, tu sais pas nager, mais il va y avoir quelqu'un qui te tient un petit peu, quoi, par la main. Tu vas pas te noyer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas tout seul dans l'océan. C'est ça l'idée de la French Mafia, c'est de se dire, ouais, tu sais pas nager, ouais, mais il faut que tu te jettes, et ouais, tu vas apprendre à nager. Et si tu coules, c'est pas grave, quoi. Il y a quelqu'un pour te tenir la main, quoi. Économiquement, statistiquement, en tout cas, c'est vrai, parce qu'il y a plus d'investisseurs, il y a plus d'argent, les tickets sont plus gros. Maintenant, il y a aussi beaucoup plus de startups. Il y a 60 000 startups qui se créent tous les ans dans la Silicon Valley. 60 000. C'est beaucoup, hein. La compétition est rude. Donc, il y a plus d'investisseurs, mais il y a plus de candidats. Donc, je pense que si tu viens dans la Silicon Valley en pensant que ça va être plus facile, déjà tu fais une erreur fondamentale. Moi je pense que les gens qui réussissent, c'est les gens qui viennent dans la Silicon Valley parce qu'ils se disent c'est plus dur. Il faut venir ici parce que c'est plus dur. Il ne faut pas venir ici parce que c'est plus facile, parce que c'est pas plus facile. Créer une boîte, c'est toujours difficile. Lever de l'argent, c'est toujours difficile. Et quitter son pays, c'est toujours difficile. Donc il faut venir ici pour vivre une expérience qui sera plus dur et accepter ça. L'analogie que moi je prends souvent, c'est de dire venir ici, c'est jouer en Champions League. Ok, tu joues en Ligue 1, c'est bien, etc. Et tu as l'occasion de venir jouer en Champions League. Est-ce que c'est plus facile de jouer en Champions League? Non, c'est beaucoup plus dur. Les ballons vont plus vite, les adversaires sont plus forts, etc. etc. Mais tu demandes à un joueur de foot, est-ce que tu as envie d'aller jouer en Champions League? Si tu as l'occasion, est-ce que tu veux venir jouer en Champions League? Il sait que c'est plus dur, mais il y va, il fonce, bien évidemment. Donc il faut venir ici parce que c'est plus dur. Et parce que c'est plus dur, tu vas apprendre beaucoup plus, etc. Donc c'est très dur de lever de l'argent ici. On manage les gens d'une façon complètement différente. Ici, les gens ne cherchent pas un boulot, les gens cherchent un projet. Ils cherchent à être excités par la boîte dans laquelle ils travaillent. En France, on dit si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu as loupé ta vie. Ici, les mecs à 30 ans, s'ils n'ont pas gagné $1 million, ils pensent qu'ils ont loupé leur vie.
Donc il faut offrir à tes employés et à tes salariés un projet dans lequel ils pensent que, enfin, en tout cas, ils vont pouvoir gagner 1 million de dollars avant 30 ans, parce qu'ils, pas par leur salaire, mais par les stock options. Et en France, tout le monde se fout des stock options, personne n'en demande. Je vais halluciner. Donc il faut comprendre ce modèle de management-là. Il n'y a pas de vacances, nous on ne compte pas les vacances. Les mecs qui viennent, ils prennent des jours, on ne sait pas, on ne les compte pas, ils sont là, ils sont pas là, on n'en sait rien. C'est difficile pour un manager français de manager des équipes comme ça et de comprendre que, bah ouais, mais c'est comme ça. Il y a des horaires très particuliers. Bon. Et François Hollande, il a dit un truc quand il est venu à San Francisco qui était très vrai. Il a dit la France a besoin d'entrepreneurs qui réussissent pas simplement en France. Et la France sera une grande nation à partir du moment où ces entreprises ne réussissent pas simplement dans l'Hexagone, mais partout. UbiFrance peut vous aider, je pense, nous on l'a utilisé au moment du Kiwi, à réussir à l'extérieur de la France, et je pense que la France a absolument besoin.